Au bord de l'eau. Page 336. Partie 80. Chapitre 13. On agita une bannière verte sur la tribune, et les tambours se firent entendre pour la 3e fois. L'armée de gauche, qui se trouvait sous les banderoles d'entrée, s'écarta peu à peu, et dans un bruit de tinterelles et de clochettes, le cornet Sugao jaillit des rangs, galopa jusqu'au terrain de combat et arrêta son cheval, l'arme à la main. De fait, quel guerrier intrépide! Voyez plutôt. Coiffé d'une salade noire d'acier recuit figurant un lion, orné derrière le crâne d'une grosse floche rouge, couvert d'un hallecret de feuilles de fer imbriquées, serré à la taille par une ceinture dorée ornée de têtes de fauve, protégé devant et derrière par un miroir garde-cœur de bronze verdâtre, habillé d'un hoqueton rouge carence à broderie florale circulaire, à double collet de velours vert, chaussé de bottes de cavalier à bandes de cuir transversales tressées, à gauche un arc, à droite un carquois plein de flèches. À la main, en oblique, une hache d'armes à lame dorée. Montant un cheval à robe de neige et habitué à la guerre, celui de l'intendant général Li. Mais voici qu'à droite, les rangs de soldats placés sur la banderole d'entrée s'ouvrirent progressivement. Et dans un bruit de sonnailles et de clochettes, Yang Zi s'élança, brandissant son plançon jusqu'au bord du terrain où il retint son cheval et s'immobilisa, son arme tenue en travers. De fait, quel guerrier farouche! Voyez plutôt. Coiffé d'un saillon du plus fin acier, miroitant comme le soleil sur gelée blanche, surmonté de freluches vertes, portant un corselet d'armure fait de plaquettes d'acier en forme de feuilles d'or, niellées de fleurs de prunier, la taille serrée par une écharpe de velours rouge, formant bas de plastron, protégé devant et derrière par un garde-cœur figurant des têtes de bêtes sauvages, vêtu d'une soubrefeste de linoble blanc écru avec broderie de fleurs et ceinture flottante de couleur, chaussé de bottes de cuir jaune à double semelle, armé d'un arc à verge enrobé de cuir et d'une provision de flèches acérées comme des forêts. À la main, un plançon fait d'un seul bloc de fer avec des tachetures d'acier poli. Montant l'alésane feu du chancelier Liang, coursier de 100 lieues, hennissant et rapide comme le vent. Note. Qianlin, coursier de 100 lieues. Cheval capable de 1000 lits. Cliché usuel pour un coursier infatigable. Encore plus fort est le Wanlingma, coursier de 1000 lieues. Fin de note. Un murmure d'admiration courut parmi les deux armées. C'est une tuerie, ça. On ignorait encore quelle serait la qualité du combat.
mais l'apparition des protagonistes était d'une majesté impressionnante. Alors, en plein sud, le préposé aux bannières leva une flamme à moucheture d'or frappée d'un caractère signifiant « Ordre ». Les deux cavaliers arrivèrent au grand galop et on leur cria « Ordre de son excellence, que chacun de vous donne le meilleur de lui-même. Toute défaillance sera impitoyablement punie, mais le vainqueur sera généreusement récompensé. » Les deux hommes acquiescèrent, lâchèrent la bride de leur bête et gagnèrent le centre du terrain. Les deux chevaux coururent l'un vers l'autre. Les deux champions levèrent leurs armes d'un même geste. Tsukao, furieux, fit tournoyer sa hache d'armes, poussant son cheval et vint assaillir Yangzi. Ce dernier, d'un maintien martial, son plançon pour ainsi dire magique à bout de bras, bondit à sa rencontre. Et les voilà tous deux au milieu du terrain, devant la tribune de commandement, qui s'affrontent en déployant chacun toute son habileté et toute son énergie. Allant, venant, chargeant, rompant, les quatre bras frappent en tous sens, cependant que les 8 sabots des chevaux labourent follement le sol. Le combat fait rage, mais après une bonne cinquantaine d'assauts, il n'y a toujours ni vainqueur ni vaincu. Sur la tribune, le chancelier Liang reste ébahi par le spectacle, tandis que de part et d'autre, les deux armées ne cessent de pousser des vivats. Parmi les troupes, les soldats s'entre-regardent et trouvent à peine la force de tir. Depuis tant d'années que nous sommes dans l'armée, et malgré tous nos compagnes et nos guerres, jamais nous n'avons vu combat si acharné, et jamais nous n'avons vu une paire de braves de cette trempe. Même les intendants généraux Lin Cheng et Wenda clament des appréciations. Bravo, joli coup! Cependant, Wenda redoute au fond de son cœur de voir l'un de ces deux hommes atteint d'une blessure et enjoint en toute hâte aux préposés aux bannières d'agiter la flamme marquée ordre pour arrêter le combat. Sur la tribune de commandement, les gongs résonnent soudain. Mais Yangzi et Tsukao, qui à ce point du tournoi veulent chacun remporter la palme, vont-ils accepter d'en rester là? Il fallut que le préposé aux bannières s'en vint vers eux à toute allure en leur criant « Brave! Arrêtez tous les deux, par ordre de son excellence !» Alors seulement, ils retinrent leurs bras, puis, tirant sur les rênes, galopèrent chacun dans son camp après avoir séparé leurs bêtes. Ils s'immobilisèrent près de la banderole, les yeux tournés vers le chancelier Liang, attendant ses ordres. Lin Cheng et Wenda descendirent de la tribune de commandement et s'en furent trois à l'estrade du chancelier, auquel ils déclarèrent « Excellence, étant donné que ces deux hommes sont d'égale force aux armes, il serait intéressant d'utiliser leur talent. » Le chancelier Liang, très heureux de la proposition, donna l'ordre d'appeler Yangzi et Tsukao.
Le préposé aux bannières transmirent l'ordre et manda les deux hommes devant la tribune.